best go by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Ma première question, puisque s'adresserait à Alain Rallet, donc c'est qu'est-ce qu'un économiste vient chercher dans ce domaine de l'open science? Pour un esprit angélique, on supposerait que toutes ces questions sont loin de problèmes économiques saillants. Et donc, qu'est-ce qu'un économiste y trouve et qu'est-ce que le numérique change dans ces questions? Bien, bonjour, donc, effectivement je suis économiste à Paris Sud et d'ailleurs sur l'économie, je travaille sur l'économie numérique, principalement sur les modèles économiques, l'économie numérique et puis également sur les questions de vie privée, de privacy. J'en profite aussi pour dire que nous sommes en train de créer un institut de la société numérique sur Paris-Saclay avec l'UNERIA et avec des économistes, des juristes, des sciences de l'éducation, etc. Et c'est plus qui serait interdisciplinaire. C'est intéressant. Alors, quelle est la relation entre un économiste et cette question de l'open science? Je ne sais pas si c'est du biais de l'économiste que je les aborde principalement, plutôt du biais des chercheurs. Qu'on soit économiste, qu'on soit informaticien ou autre, peu importe à la limite. Excusez-moi, on n'entend pas très bien. Oui, donc je vais parler un peu plus rapproché. J'aborde plutôt ces questions d'open science qui sont très complexes, vu la technologie, du point de vue plutôt du chercheur que de l'économiste, bien que une dimension économique également. Parce que pour moi, l'open science, c'est une espèce de pléonasme. Parce que la science, elle est intrinsèquement ouverte. Elle est par nature open. Pour deux raisons principalement. La première raison, c'est ce que les économistes appellent un bien public, au sens pas de bien pris en charge par l'État, mais de bien non rival, c'est-à-dire que lorsqu'on produit une connaissance, qu'on la partage avec quelqu'un d'autre, on ne prive pas ses autres de la connaissance. Et même, on ne prive pas la connaissance, mais en plus, avec cette connaissance, il va lui-même produire d'autres connaissances. Donc, un caractère cumulatif de la connaissance qui s'appuie sur le fait que c'est non rival. Donc, les connaissances ne sont pas appropriables. Donc, il n'y a pas de droit de propriété sur les connaissances scientifiques proprement. Je ne parle pas des inventions qui s'appliquent à des dispositifs industriels qui relèvent des brevets. La deuxième raison, c'est que l'autre raison pour laquelle la science est intrinsèquement ouverte, c'est que l'organisation de la science, elle est fondée sur une organisation de pair à pair, donc sur l'échange des connaissances entre pairs, au niveau de la production des connaissances, mais aussi au niveau de l'évaluation des connaissances, même sur le recrutement des chercheurs. Donc ces deux raisons, c'est donc une science est donc intrinsèquement quelque chose d'ouvert. Alors, pourquoi à ce moment-là open science si c'est un pléonasme? C'est la question. Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui il y a une menace sur cette ouverture intrinsèque de la science, qui n'est pas tellement sur la question de l'appropriabilité de la science, parce que finalement le mouvement des emplois-mesures qui est très fort, notamment aux États-Unis, puisqu'on essaie de breveter non seulement le logiciel, mais également les procès de management, ne peut pas gagner en fait l'exercice scientifique proprement dit. Ça serait complètement stupide, parce que ça serait faire régresser la société. Je pense que la menace vient sur le deuxième aspect, sur l'organisation de la science. On voit aujourd'hui que le caractère intrinsèquement coopératif, collectif de la science est menacé non pas tellement au niveau de la production des connaissances, au niveau de l'évaluation à travers des congrès et des séminaires, mais va être menacé en bout de ligne, je dirais, au niveau de la validation institutionnelle des connaissances, à travers le système d'édition et d'évaluation individuelle des chercheurs, parce que là on a une transformation de quelque chose qui est intrinsèquement coopératif et collectif en une valeur marchande individuelle. Et les symptômes de ça sont de deux sortes aujourd'hui. C'est d'abord la protestation qui a eu lieu contre le racket des instituteurs privés, puisque la production de la connaissance se fait par un financement public. Les achats de livres d'articles sont faits également par le milieu public, mais voilà des éditeurs qui captent un profit inédit entre la production et l'achat.
Le deuxième symptôme qui est très important, c'est bien dans le prochain capitule, c'est la fraude, la généralisation de la fraude, et puis le conformisme que produit cette règle publish or perish, donc la perte de créativité qui, à mon avis, va s'accentuer, formatage des connaissances, parce que si vous voulez publier, vous avez intérêt à aller dans le sens du vent, et donc, je veux dire comment le jeune chercheur fonctionne aujourd'hui, il repère une revue, il construit ce plan rapide en fonction de la revue. Donc les revues originales risquent de passer à la fin. Donc là, il y a une menace qui est quand même assez forte. Et je pense que l'open science, à mon avis, il y a deux versions. Je dirais qu'il y a une version faible qui est l'open access. Qui concerne en fait la question de la captation de la rente des éditeurs. Il est en charge d'autres systèmes, avec, effectivement, je crois qu'on va revenir là-dessus, mais le système Gold, à mon avis, est une arnaque, puisque ça consiste à remplacer le lecteur payeur par le lecteur payeur, mais le système des éditeurs privés reste absolument intact. Et puis l'autre système qui est l'archive ouverte, etc. Donc il y a ce mouvement-là, mais je pense qu'il y a plutôt développer au-delà de ça ce qu'on appelle un modèle d'open research, c'est-à-dire qu'il tient jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la validation des publications et jusqu'à l'évaluation des chercheurs, il tient jusqu'au bout le caractère coopératif et collectif de la science. Et pour moi, ça passe principalement par deux choses, c'est l'open peer review, c'est-à-dire le fait que le processus de reviewing il est transparent. Donc il se fait disons, à visage ouvert, on va éventuellement revenir là-dessus. Et puis également au niveau de l'évaluation du chercheur, on sera substituer la règle actuelle qui est publish or perish, qui est fondamentalement une règle d'évaluation individuelle, qui ne se comprend que pour le positionnement d'un chercheur sur un job market, en fait, c'est la seule explication possible. De substituer à ça une autre règle qui serait credibility and contribution. C'est-à-dire que finalement, on sait dans une communauté scientifique qui contribue. C'est-à-dire non seulement qui publie, mais également qui anime une communauté scientifique, etc., qui organise des choses et qui fait avancer le développement des connaissances. Et je crois qu'on pourra avoir des processus d'évaluation collective aussi qui remplaceraient cette fameuse règle de Dijon. Merci. Ah oui, mon micro marche mieux. Alain, merci Alain pour cette introduction et surtout un peu sur l'open science et ses enjeux. Donc maintenant, je vais demander à Claude par rapport à l'INRIA et qui a quand même un bon pied, on va dire, dans l'open science, notamment avec l'open access ou même des conférences comme la conférence FOSSA, qui est une conférence sur l'open. Donc, quelle est la position aujourd'hui de l'INRIA sur l'open science? Comment elle voit ça? D'accord, d'abord bonsoir à tout le monde. Juste un mot pour dire ce que c'est que l'INRIA, parce que souvent on est confondu avec d'autres entités. Donc c'est l'Institut national de recherche sur les sciences informatiques et les sciences mathématiques, et tout spécifiquement les mathématiques appliquées. Et donc dans ce cadre-là, on est 4400 personnes, on a 3500 chercheurs, on a un budget de l'ordre de 250 millions d'euros par an. Donc juste pour vous dire, vous donner quelques éléments très très factuels sur ce que c'est qu'INRIA aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, dans les 4500 publications que nous produisons par an, à peu près, dans l'Institut, c'est quoi ces publications? C'est quoi cette production, quasiment au sens économique qu'on peut envisager de ce point de vue-là? C'est que typiquement, c'est un institut de recherche publique, donc nous sommes tous copropriétaires d'INRIA, en quelque sorte, on est copropriétaires du CNRS ou de l'INSERM. Et donc, comment est-ce qu'on peut évaluer ce que nous apporte un tel institut et quel est son apport d'un point de vue scientifique, au travers en particulier des publications? Je parlerai aussi, parce qu'il y a un point intéressant sur l'open transfer, c'est-à-dire sur comment est-ce qu'on fait pour transférer nos résultats ensuite. Mais je dirais, dans un premier temps, c'est comment est-ce qu'on peut présenter nos résultats et en particulier dans tout ce qui concerne l'open access. Donc j'ai beaucoup aimé la cartographie que nous a présentée Célia, parce que je trouve qu'elle montre bien à la fois
la façon dont le numérique que nous développons en particulier à INRIA et dont en fait on en est à la fois le moteur mais aussi d'une certaine façon les acteurs au sens où on en bénéficie et où on en est acteur mais aussi d'une certaine façon participant au même titre que les sciences de la santé ou les sciences physiques ou en chimie. Et donc dans ce cadre-là, comment fait-on pour faire en sorte que notre apport puisse être reconnu et être diffusé largement? Et donc on s'est posé la question dans la situation que vous avez mentionnée juste avant, c'est-à-dire typiquement où on a un racket des éditeurs privés sur l'ensemble de nos productions scientifiques. Et donc nos publications, comment peut-on faire pour qu'on dépasse ce côté privatisation et typiquement j'aime bien mentionner que Elsevier aujourd'hui fait par rapport à son chiffre d'affaires plus de 30% de bénéfices relativement à son chiffre d'affaires. C'est-à-dire quand vous avez un job de ce type-là, quand vous avez une entreprise de ce type-là, n'hésitez pas à investir chez Elsevier. À la fois une boutade, mais pour nous, c'est une vraie question. C'est inadmissible que la recherche, en particulier française, mais en général dans le monde, finance ce type d'entreprise. Donc on s'est, dans ce contexte-là, on s'est posé la question comment réagir. Et donc la cartographie qu'a montrée Célia est tout à fait intéressante parce qu'elle a commencé par montrer un point qui était singulier, qui était typiquement les archives ouvertes, et en particulier HAL. Et donc, en collaboration avec le CNRS, qui a créé le CCSD, qui devient une unité mixte de services entre le CNRS, INRIA et les universités. Le CCSD a permis la naissance de cette archive ouverte sur laquelle n'importe qui peut déposer, à partir du moment où la publication est raisonnablement validée, peut déposer le fruit de son travail, de sa recherche. HAL, aujourd'hui, est l'archive ouverte sur laquelle l'ensemble des chercheurs INRIA déposent leurs publications. Et donc ça veut dire que 100%, à partir de cette année, 100% de la publication d'INRIA se retrouve dans HAL. C'est une décision que nous avons prise, que le président d'INRIA a prise, et cette décision est lourde de conséquences parce que ça veut dire clairement que toute notre production est maintenant ouverte à tout le monde. Et pour stimuler un petit peu la discussion et je pense aussi la réflexion de Célia, c'est qu'est-ce que c'est qu'une publication? Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, tu as parlé de pré-publication et pré-prix. Et donc, quel est le sens? Qu'est-ce que ça veut dire publier? Publier, ça veut dire je prends un résultat scientifique et je le mets à la disposition de tous ceux qui veulent le regarder, qui veulent le lire, qui veulent se l'approprier. Pour moi, ça c'est publier. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui dans le privé font très bien ça, qui sont organisés, qui valorisent les chercheurs, c'est-à-dire que d'être aujourd'hui éditeur d'un journal chez Elsevier ou chez Springer ou d'autres, c'est quelque chose qui est particulièrement valorisé dans la recherche. Et dans ce cadre-là, les éditeurs savent très bien en jouer et ils offrent un vrai service. C'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, quelque chose qui est publié chez Springer, ça va vivre pendant aussi longtemps que Springer vivra, j'espère, et même plus longtemps. Mais aujourd'hui, il y a un vrai service qui est offert aux chercheurs. Ce service est hors de prix, il n'est pas raisonnable, mais il est offert, il existe. Et donc, si je reviens aux archives ouvertes, ce service de publication, aujourd'hui, il existe complètement dans HAL. Et donc aujourd'hui, une publication, un article qui est déposé dans HAL, c'est une publication. Ce n'est pas un pré-print, ce n'est pas une pré-publication. Maintenant, qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de publier dans un journal? En fait, c'est pas le fait que ce soit publié, c'est pas le fait que ce soit du PDF qu'on va trouver numériquement ou autre chose. C'est le fait qu'il y a un circuit de qualification au-dessus du fait de la publication. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
personne n'est capable de lire toute la production scientifique qui est faite au niveau international. Donc ce qui est important, c'est que les communautés arrivent à sélectionner quels sont les articles intéressants, quelles sont les avancées intéressantes. Et ça, c'est la qualification d'une publication. Cette qualification, aujourd'hui, l'oral, jusqu'à maintenant, n'était pas faite. Et ce qu'on lance en lien avec le CCSD, donc en lien en particulier avec le CNRS, mais aussi au niveau international, c'est toute une qualification qui est faite au travers des épijournaux, dont Célia a également parlé. Et ces épijournaux, en fait, c'est le même mécanisme de qualification que celui qui existe chez Elsevier, Hoover, etc., mais qui, lui, maintenant, est complètement réapproprié par la communauté. Dans ce cadre-là, ce que nous avons décidé chez l'IA, c'est que nous contribuions à faire en sorte que ces épijournaux soient soutenus par l'Institut. C'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, on a 2 journaux qui sont développés au niveau de prototype, dans le cadre d'un journal au-dessus de HAL. Et dans ce cadre-là, INRIA apporte des moyens en termes d'ingénierie éditoriale, de façon à faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit vivant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que d'une part, on pense que l'open access géré par le secteur public, c'est dans nos missions, mais aussi parce que ça nous revient moins cher que de pouvoir accéder à ce type de documents sous cette forme-là. Alors, je suis très long, je suis peut-être trop long, il ne faut pas hésiter à me couper, mais je voudrais ajouter quelque chose de supplémentaire. Parce que, en fait, là, on a des données. Et parmi ces données, il y a typiquement un résultat de recherche. Il y a les données qui ont permis d'obtenir le résultat, il y a les programmes éventuellement qui ont permis de le faire, et donc tout ça, on a envie de le publier. Et donc ça, d'une certaine façon, si vous voulez, c'est les feuilles de l'arbre de la connaissance. Mais ensuite, au-dessus de ça, et vous l'avez très bien dit, l'important, c'est de relier les choses. Et donc aujourd'hui, on est dans une modification complète des modèles, et dans lesquels maintenant, il faut recomprendre comment les modèles privés sont en train de se repositionner. Et donc là aussi, la cartographie de Célia était tout à fait intéressante. Elle nous a montré en particulier Mendeley. Donc Mendeley, 2 étudiants anglais qui permettent à tout à chacun de déposer ses documents, ses papiers, de discuter dans un réseau des différentes personnes qui sont abonnées à Mendeley, et donc un ajout de la connaissance au-dessus des différents papiers ou au-dessus des différentes données, qui est tout à fait appréciable. Et ces 2 étudiants, ils font tourner Mendeley pendant ces études, à peu près de l'ordre de 3 ans, 3-4 ans, et ensuite ils le revendent, si de tête, une trentaine de millions de livres à Elsevier. Pourquoi Elsevier a-t-il acheté un truc que de toute façon 2 étudiants font ce qui fait la valeur, évidemment, de Mendeley, c'est pas le système qui gère le réseau social, c'est toutes les données qui ont été mises là. Et ces données, c'est en fait des métadonnées par rapport aux données de base de la science. Les données de base de la science, comme on disait tout à l'heure, c'est les données d'expérience, ce sont les articles qui sont issus de ça. Et ce qui est important aujourd'hui, là où on a une valeur ajoutée considérable, c'est pas tellement ces objets-là, c'est les liens entre ces objets-là. C'est-à-dire que typiquement, un biologiste qui s'aperçoit que ces différents modèles, ce sont les mêmes, ou c'est une même représentation que quelqu'un d'autre qui fait plutôt de la chimie organique ou même de la chimie minérale, et qui crée des liens entre ces objets-là, là il y a une vraie richesse. C'est là où il y a une valeur supplémentaire, qui n'est pas forcément une valeur monétaire, qui n'est pas a priori une valeur monétaire, mais qui est une valeur scientifique. Et c'est ce côté-là qui est en train de modifier complètement l'échelle des valeurs autour de la publication. Et donc pour résumer, on a maintenant les données qui sont typiquement des données scientifiques, des articles, des retours sur les articles, des commentaires sur les articles, des reviews d'articles, d'accord, qui peuvent être publics ou privés. Et puis d'autre part, le lien entre tout ça. Et le changement de modèle qu'on voit aujourd'hui, c'est que Elsevier, il a envie de publier en open access. Pourquoi? Alors, on va discuter s'il est gold ou pas. Mais pourquoi l'intérêt d'avoir tout en open access? C'est que la richesse, comme je viens de le dire, c'est ce qui est au-dessus des données. Donc les données, Elsevier les met à disposition à tout le monde. Et ce qu'il va vendre maintenant,
c'est le contenu de Mendeley. C'est-à-dire c'est les liens au-dessus des données. C'est ce qu'ils ont fait en rachetant Mendeley. C'est ça qui aujourd'hui a une valeur scientifique indéniable, qu'ils sont en train d'essayer de transformer en valeur financière. Et donc, dans cette constatation, ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de monter justement ce type de réseau par-dessus les archives ouvertes, de façon à pouvoir avoir cette ouverture au partage, que ce soit dans... Enfin là, nous, on le cible sur des disciplines, les sciences informatiques et les sciences mathématiques, mais ce type de partage peut être est évidemment général, et c'est ceci que nous sommes en train de monter au-dessus de HAL, en collaboration à la fois avec les entités françaises que j'ai mentionnées, mais également au niveau international. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Pierre-Carl Langlais. Tu as 3 caractéristiques, je résume en très gros, mais tu auras 3 questions et tu auras le droit qu'à une seule réponse, donc tu te débrouilleras. Mais tu es jeune, tu es wikipédien et tu t'intéresses au bien commun à travers notamment le collectif Savoir commun. Donc à chaque fois, il y a une question, c'est qu'est-ce que ça change l'open science dans le parcours d'un jeune doctorant? Est-ce que ça change concrètement la manière de faire de la recherche? La deuxième question, c'est en réaction aussi à ce que disait Alain Rallet sur crédibilité et contribution. On a l'impression on retrouve l'idéal qu'on avait dans la méritocratie du logiciel libre, qu'on a peut-être dans la méritocratie au niveau des contributeurs de Wikipédia. Est-ce que le peer reviewing, que je mets tous les guillemets que tu veux, qu'on trouve dans des projets ouverts comme Wikipédia, forme un horizon possible pour des projets scientifiques? Ma troisième question, c'est si la science est un bien public, et si les biens publics font partie des biens communs, est-ce qu'on s'occupe de ce bien commun-là de la même manière qu'un autre? Je répondrai en 100 pages peut-être plus tard, mais en tout cas, merci d'avance pour merci beaucoup. Bastien, je vais essayer de répondre en partie à ces questions, j'espère. Donc effectivement, tu m'as si bien caractérisé, c'est vrai que je suis peut-être plus sur le versant un peu militant de l'open science, vu que je commençais par être wikipédien avant d'être chercheur, donc c'est une vision un peu décentrée finalement dans ces problématiques. Également pour situer, je suis également celui qui a contribué à faire diffuser les accords secrets entre Elsevier et Couperin, en les republiant notamment en 1989. Donc voilà, peut-être tu peux dire qui est Couperin. Alors donc Couperin, c'est la banque centrale finalement qui centralise les accords de toutes les bibliothèques de France, pour la plupart d'entre elles, les bibliothèques publiques, et qui a fait donc un grand accord national avec Elsevier qui était destiné à de l'oreille cachée, sans savoir pourquoi, et qui a chuté fin janvier, que j'ai republié sur le 89, et donc ça contribue à générer un important débat. Donc voilà, donc sur la question, je suis plutôt approfondi en fait sur la troisième question surtout, donc vraiment sur le lien bien commun, bien scientifique, et ce qui se passe là-dessus, sur la question des enclosures, bon, je vais répondre à la continuité de ce que nous a dit Alain Rallet. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'à la base, la science a toujours été un bien commun, la connaissance a toujours été un bien commun, et quand on regarde, on fait un peu l'histoire de la science, on se rend compte qu'à chaque fois, finalement, c'est structuré par une communauté, et que les grands instituteurs scientifiques qu'on connaît sont un phénomène vraiment très récent, qui est presque un épiphénomène. Donc initialement, on est plutôt sur un mode structuré par la société scientifique, par des petits éditeurs, donc on est vraiment sur un milieu finalement qui s'apparente pas mal finalement à une structuration par des communautés autonomes, et dans une logique où finalement la question marchande reste plutôt secondaire. Ce qui change, c'est à partir des années 50-70, où on a une série de concentrations avec une série de rachats par des grands éditeurs, notamment par Elsevier, qui entraîne non seulement une aliénation de ces communautés, mais même finalement aussi une aliénation du marché, puisque l'offre et la demande disparaissent, il n'y a plus de régulation possible, on doit passer par eux ou on n'existe pas. Et ça se double de ce que j'appelle finalement la transformation d'éditeurs scientifiques en récit culturel, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent plus à vendre un bien qui serait une revue, qui serait un bien rationnel, qui a des dépenses, qui a des remplacements dans ses frais, qui donne des argent, des bénéfices. Ils cherchent plutôt à vendre finalement des objets symboliques, des fétiches, on pourra presque dire, donc en capitalisant sur la reconnaissance d'une revue qui va être célèbre et en augmentant indéfiniment les frais d'abonnement qui n'ont strictement plus rien à voir avec le frais de production réel de la revue. Donc là on est vraiment dans une logique d'aliénation, d'aliénation finalement de la communauté scientifique par ce biais-là, et qui est donc un mouvement intéressant. Et donc
comme on l'a dit, ce bien commun scientifique va être... donc on a un retour finalement de ce bien commun scientifique après une écrite qui finalement n'est pas si longue que ça. Donc avec le mouvement Open Access, donc, qui va aborder finalement cette impulsion presque soudaine de dire on a des réseaux internet, on a des réseaux qui peuvent être publiés immédiatement, c'est plus la peine de passer par là, allons-y, ouvrons la recherche. J'ai bien pensé Open Access avec un grand point d'exclamation, donc Open Access. Et même chose pour la collaboration scientifique. Mais ce qui me semble intéressant, et c'est là où il y a une voiture complexe, c'est qu'en même temps l'open science contribue à renforcer finalement, au moins en partie, cette emprise des industries culturelles de la science, qu'on pourrait appeler donc des éditeurs scientifiques comme Elsevier. Donc on a déjà parlé du modèle Gold, effectivement, donc, qui a pour effet d'achever finalement la transformation des revues en simple objet symbolique. C'est-à-dire qu'on va vendre un droit à publier, donc on vend uniquement du symbole, le fait que la revue va être reconnue par la recherche. On ne cherche même plus à vendre quelque chose de concret, qui serait donc l'alphabet d'une revue. Et également d'une logique d'exploitation totale des biens communs et scientifiques et de la communauté, puisque maintenant l'essentiel des frais sont assurés directement par les chercheurs. Et là, notamment, on est intéressant sur les coûts cachés du peer review, où on s'aperçoit que jusqu'à 30-40% finalement de la valeur réelle des revues sont pris en charge par des chercheurs, et généralement sans aucune attribution. Même chose également pour les auteurs de revues évidemment. Et donc on a une disparition progressive finalement de l'investissement réel des éditeurs pour la revue, au profit d'une exploitation indéfinie finalement de la part du bénévole là-dedans. Et puis enfin, donc troisièmement, donc cette optique finalement de la représentation par les données, donc là ce que disait également Claude, donc l'utilisation progressive finalement des données même de la recherche, qui va directement à l'encontre du principe que la connaissance doit rester libre, ce qu'on appelle le bien commun, et même le domaine public de l'information, l'idée que l'information par définition n'est jamais saisissable. Les éditeurs sont en train de revenir là-dessus. Ça doit assez clairement dans le système de data mining mis en place par Elsevier, où ils font une première chose, qui consiste à dire que toute utilisation des données doit entraîner une utilisation non commerciale. En apparence, ça n'a pas l'air très méchant, mais il y a cette idée que finalement, si tout le monde vous repartit cette connaissance, vous devez accepter les conditions de l'éditeur. Cette idée que finalement la connaissance va être appropriée par l'éditeur et va servir de base. Donc là, on est vraiment sur une logique d'appropriation totale qui touche même sur ce concept de bien commun de la connaissance qui normalement a toujours existé. Néanmoins, ce que j'ai envie de dire, on a un peu un retour en avant quand même de ces biens communs. Je mets bien cette maxime de Golderling qui dit que là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Donc là où justement on a une emprise de plus en plus forte, cette emprise peut être aussi en train de disparaître. Et il semble aussi que les éditeurs prennent un risque de ce qu'on a vu là, en finalement confiant de plus en plus la relation de revue aux chercheurs eux-mêmes, en n'apportant plus aucune valeur ajoutée. Et le fait que maintenant l'essentiel passe par du bénévolat finalement amène à se poser la question de savoir qu'est-ce qui reste encore là-dedans. Et là, bon, on a pu discuter plusieurs options. Moi, notamment, un exemple type qui semble intéressant sur ce à quoi peut correspondre un bien commun scientifique aujourd'hui, c'est la communauté de recherche sur Wikipédia. Donc, des chercheurs qui sont rassemblés pour penser Wikipédia et qui évidemment sont un peu inspirés de leur objet d'étude. Donc, ça s'est créé par donc, des newsletters, des wikis pour stocker les informations, etc. Donc, ce sont tas de choses qui font que cette recherche-là s'est structurée de manière autonome par une communauté de chercheurs qui est désormais maintenant la publication en open access prime désormais sur une publication sous enclosure parce qu'autrement on n'arrive pas à pouvoir faire une évaluation de ce matériel. Donc c'est déjà un assez bon exemple de ça. Et l'autre élément aussi qui me semble risqué pour ces industries culturelles scientifiques, c'est le fait d'avoir misé sur la donnée. Parce que par définition, même s'ils essayent de pousser en avant l'idée que la donnée pourra être protégée, techniquement elle ne peut pas l'être. Du moins pour l'instant, il n'y a aucun mécanisme qui permet de protéger la donnée de manière individuelle. Il y a des mécanismes pour protéger à un niveau structurel, ce qu'on appelle le droit des bases de données. Et la donnée elle-même, à l'échelon brut, ne reste jamais appropriable. Donc on a quand même effectivement un mécanisme qui joue là-dessus. Et c'est pour ça que je pense relativement optimiste et je pense qu'on peut quand même arriver à recréer un écosystème autonome. Donc déjà on revenant simplement à ce qu'était la science initialement, donc par accumulation, donc finalement les grandes communautés du net structurent autour les diffusions, c'est pas tellement différent de ces connaissances qu'on avait avant. Donc je pense qu'on a effectivement comme un retour possible à ce niveau-là, qui ne fait pas forcément de profit, au contraire. Je pense que justement le fait que ces grands systèmes vont disparaître permet le retour d'un vrai marché, avec une vraie offre et une vraie demande, et mettre aussi la création donc pas une économie de la rente qui est celle qu'on a actuellement, vers une économie de biens et de services autour de la science. Merci Pierre-Carl. Et maintenant je me tourne vers Mélanie, évidemment, qui a parfaitement facilité la transition,
qui a par rapport à ces ces nouvelles startups qui peuvent se mettre en place autour de la recherche, notamment SoScience qui est la recherche responsable. Et ma question c'est déjà, Mélanie, qu'est-ce que c'est SoScience? Qu'est-ce que la recherche responsable? Et comment tu te vois en tant qu'entrepreneur, et je pense aussi entrepreneur social, dans la recherche? Quel est le rôle que vous pouvez avoir par rapport à ça? Bonjour à tous. Alors pour commencer, qu'est-ce que la recherche responsable? En fait, il s'agit d'une méthodologie de recherche et de façon de travailler et aussi de partenariats innovants qui vont permettre d'essayer d'inventer des innovations disruptives qui répondent vraiment de façon forte à des problématiques sociales ou environnementales. Nous, SoScience, nous sommes une start-up qui est encore très jeune, donc tout notre travail a commencé fin 2011 sur le travail de la recherche responsable. Et en fait, on part du constat qu'il y a énormément de très bonnes idées partout dans le monde pour régler des problèmes sociaux ou environnementaux, mais qu'il y a un vrai manque de compétences scientifiques et de soutien scientifique à des entrepreneurs sociaux qui ont des idées géniales. Et donc tout notre travail, c'est de monter des partenariats et des projets de recherche avec des entrepreneurs sociaux qui ont des bonnes idées, des écoles d'ingénieurs et des laboratoires qui vont contribuer à la recherche. Et notamment, ce sont des projets de recherche qui peuvent rentrer, enfin nous, dans notre modèle de fonctionnement, peuvent rentrer dans les cursus des étudiants en école d'ingénieur et qui sont accompagnés par des chercheurs sur des questions de recherche assez poussées. À titre d'exemple, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Donc nous, on soutient en ce moment des projets qui peuvent aller de la micro-encapsulation de principes actifs pour lutter contre la malaria, mais aussi des problématiques de robotique et de software pour aider l'intégration des enfants autistes. Enfin, il y a vraiment tout un panel à la fois côté scientifique et à la fois côté des problèmes qu'on essaie de résoudre. Et pour ce qui concerne finalement le lien à la recherche, à l'open science, qu'est-ce que l'entrepreneuriat social peut apporter à la recherche? Je pense que ça vient énormément de ce qu'a dit Alain, en fait, qui est peut-être quelque part un manque d'innovation à cause du publish en périche. Nous, les projets qu'on soutient, qui proviennent du terrain, qui proviennent des entrepreneurs sociaux qui ne sont pas forcément scientifiques, on voit vraiment une très très forte innovation. Et quand on apporte ces sujets-là à des chercheurs, ça fait vraiment une vraie bouffée d'air frais, on va dire. Il y a des beaux projets qui plaisent énormément et sur lesquels les chercheurs ont envie de se pencher, mais qui, effectivement, à cause du publish en périche, c'est des choses qui sont beaucoup trop innovantes et qui ne sont pas, on va dire, dans l'air du temps. Donc je pense qu'il y a une forte notion d'innovation qui est aussi menée par la contrainte sociale qui peut être là et qui peut être reprise par la recherche. Il y a un vrai vivier en fait de bonnes idées, ou en tout cas d'idées innovantes. Et après, ce que je noterai aussi par rapport à l'open science et à tous ces liens-là, je pense que c'est assez intéressant la manière dont tu l'avais formulé, pour dire qu'il y avait une vraie granularité en fait dans tous les niveaux d'open science, parce que nous, on voit que vraiment ce qui compte pour les entrepreneurs sociaux, mais aussi pour les chercheurs avec lesquels on travaille, ça va être cette notion d'accessibilité et de se dire qu'on fait avancer l'humanité finalement. Et en fait, il y a beaucoup de manières de faire ça. Ça peut être évidemment une ouverture des articles, une ouverture des données, mais parmi nos projets, il y a des personnes qui sont tout open. On a des étudiants qui utilisent des cahiers en ligne, des cahiers de laboratoire en ligne, etc. Donc vraiment une façon de faire entièrement ouverte. Et à côté de ça, à l'autre bout du spectre, on a aussi des projets qui vont être beaucoup plus fermés avec une idée de brevet en fin de projet, etc. Et donc on a tout le spectre du brevet partagé jusqu'au tout open. Et le but en fait commun qui lie tout le monde, c'est cette idée de donner accès à la technologie, que ce soit par de l'open science et donc tout le monde peut le reproduire par exemple, ou que ce soit par faire une technologie qui est accessible par exemple de par son coût, ou qui est accessible de par des brevets qui vont être différents selon les différents pays, etc. Donc on a une envie de faire avancer l'humanité qui va
au-delà des définitions basiques de ce qu'on peut faire en termes de propriété intellectuelle en fait. Merci beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très positives et encourageantes, des perspectives, en tout cas que ce soit l'horizon l'évaluation par les pairs, que ce soit la crédibilité, la contribution, que ce soit, je retiens, je mets des guillemets, un peu l'émergence, le retour d'un vrai marché, cette possibilité-là, les bouffées d'air par rapport à la recherche qu'on observe avec des acteurs qui sont petits, récents, mais qui font déjà un peu bouger les choses et les mentalités, avec peut-être la seule ombre un peu au tableau, je vais dire, mais je ne vais pas vous faire monter l'ombre du tableau, mais c'est en tout cas cette vigilance qu'il faut par rapport à des nouvelles possibilités de captation par des gros acteurs de métadonnées, de choses comme ça. C'est un peu la vigilance que dans le monde du logiciel libre, on aimerait avoir eu plus tôt, en se disant, voilà, il y a 15 ans, on n'imaginait pas Google, et puis finalement Google, l'ami du libre, se retrouve intérieurement schizophrène et divisé en captant énormément de choses. Donc maintenant, je vous passe la parole. Présentez-vous rapidement en 2 mots et puis parlez librement en vos questions. Oui, bonjour Jean-Luc Binger. Donc moi je travaille à la FIM et puis accessoirement là j'ai juste une petite anecdote, j'ai fait un master de recherche à l'EHESS, donc j'étais à la bibliothèque de Sciences Po. Et là j'ai voulu m'y réinscrire et ça devient très compliqué si vous n'êtes pas inscrit en tant qu'étudiant. Je l'avais refait il y a quelques années, ça n'avait pas posé de problème. Voilà. Et maintenant, alors c'est peut-être aussi le pendant du développement des ressources numériques, c'est que maintenant il faut être physiquement présent dans la bibliothèque et donc il y a tout un tas de contraintes qui font que voilà, très difficile d'avoir l'inscription à une bibliothèque pour accéder aux données. Donc je pense que la problématique de l'open access, elle n'est pas si neutre que ça. Et pas si secondaire que ça, enfin, comme c'est le premier intervenant. Deuxième chose, il y a un autre problème qui me paraît important, c'est le problème des faux scientifiques. Alors justement, les économistes, on sait qu'il y a quand même une grosse majorité qui ne sont pas scientifiques. Donc c'est pas une attaque personnelle, puisque vous avez bien dit que vous étiez plus pour une démarche scientifique que économique au départ. Donc quand on lit entre les lignes, on comprend ce que ça veut dire, je suis plutôt rassuré. Mais voilà, la question c'est quand on a une profession vérolée, allons droit au but, voilà, vous avez beau essayer de changer les méthodes de peer review, je pense que tant qu'on n'ouvre pas et qu'on ne met pas un bon coup de pied dans la fourmilière, les populations vont s'auto-reproduire. Donc voilà, je ne sais pas comment l'open science va pouvoir apporter une solution éventuellement à ce problème qui devient de plus en plus important. Alain, est-ce que vous voulez vous défendre en tant qu'économiste? J'ai dit que c'était pas vraiment. J'ai pas l'impression que vous soyez dans le cas des économistes non scientifiques. Je pense pas que les professeurs des économistes, les chercheurs sont plus vérolés que les autres chercheurs. Il ne faut pas confondre ces gens-là avec les idéologues qui regardent la télévision, qui se répandent dans les médias. Effectivement, on utilise parfois une réputation. Je retire donc ce que j'ai dit. Continuez. Non, mais si vous prenez Eli Cohen pour un chercheur économiste, c'est sûr. Vous allez penser que la profession est vérolée. Il n'est pas économiste. Il n'enseigne pas à l'université. Oui. Si vous regardez ses publications, vous vous demandez où elles sont. Hein. D'accord. C'est pas quelqu'un qui est pris comme un économiste par la communauté des économistes. Idem pour mon copain Bernard Weiss, ça fait 20 ans qu'il a arrêté de travailler, de faire de la recherche, donc ça ne l'empêche pas d'être sur France Inter. Ça n'a rien à voir avec la recherche. On revient à la notion de crédibilité, de contribution. Oui, c'est ça. Non, mais non, je pense que ça me semble que les revues ne produisent pas que des symptômes. C'est quand même des symptômes agissants. Pour moi, c'est quand même très lié au fait que les chercheurs deviennent des stars, qui ont une différenciation au sein des chercheurs, et donc ont une valeur sur le marché du travail. C'est très lié à ce phénomène-là, finalement. Parce qu'avant, chez les chercheurs, ce qui dominait, a priori, c'est ce qu'on appelle une motivation intrinsèque.
passion pour la science, le désintéressement, etc., etc. En même temps, vous voyez, alors que Sciences Po, ils ont acheté, je connais des économistes, ils ont acheté des économistes. Ils leur donnent 2 000 3 000 euros de plus. C'est ça, ils ont acheté des gens. Je sais, ils font la même chose. Ils n'ont pas de centre de recherche, ils achètent les gens, ils achètent leurs publications. Ce n'est pas les gens qui s'intéressent à leurs publications. Et donc, avec la publication, l'institution remonte dans le ranking mondial. Et donc HEC dit, voilà, on est toujours la première business school d'Europe. C'est ça le. Quand vous regardez un peu ce qui se fait à HEC en termes de recherche, il n'y a rien. C'est des gens qui sont des stars internationales qui travaillent avec d'autres au niveau international, mais il n'y a pas de fonds de recherche. Donc ça, je pense qu'il y a une modification très importante aujourd'hui et qui justement fait que les revues comme l'ISPI ont joué un rôle important. Et ce que vous préconisez, effectivement, ça consiste à faire imploser ce système-là. Je crois que, alors moi, si j'avais de l'argent, je mettrais pas un sou sur ce livre. Je pense qu'il va leur arriver ce qui est arrivé à Kodak, et ce qui est arrivé aussi, ce qui arrive aux industries culturelles. Je crois qu'ils vont subir le même sort, mais ils font la résistance aujourd'hui avec le Gold Open Access. Je vais peut-être un peu dans le même sens, mais je vais peut-être faire un peu l'avocat du diable, parce que je ne suis pas sûr que Elvire expose aussi à la fin. Probablement parce que j'ai du mal à voir encore quelle est la contradiction réelle et immédiate entre l'open science ou l'open access et le publish or perish. Alors si on focalise sur le publish, certes, si on focalise sur le perish, il n'y a pas forcément opposition, parce que quel que soit le système d'indicateur qu'on va mettre, si c'est cet unique système-là qui va être utilisé et pour l'évaluation individuelle, et pour l'évaluation des laboratoires, et pour la réception dans les programmes ALN, AFI, européens, etc., on va de toute façon avoir du perish. Cette problématique de se dire où est-ce qu'on va les mettre, à quel endroit, si on est lié à un indicateur qui doit être la seule règle pour faire avec les chercheurs, ça va être difficile. Et il y a un autre point qui me semble être qui ne va pas à l'encontre de les deux, c'est le fait que les chercheurs auraient peut-être, alors là c'est peut-être, j'ai pas de fibre économiste, je me pose la question, est-ce que d'un point de vue du marché, ils ne vont pas avoir un intérêt à la convergence des systèmes? Comme on a un intérêt à la convergence de tous les moteurs de recherche aujourd'hui, ce qui fait Google écrase tout le monde, on a besoin finalement d'avoir une plateforme unique pour accéder à l'information. C'est devenu un besoin utilisateur. Parce qu'il était un besoin sur les sites. Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas tellement d'être publié, c'est d'être trouvé. On va avoir besoin que les publications soient trouvées. Pour qu'elles soient citées, qu'elles soient lues, qu'elles soient accédées, qu'elles soient comparées, qu'elles soient mises en relation les unes avec les autres. Et donc pour qu'elles soient trouvées, mise en relation, il va falloir que cette mise en relation se fasse à un endroit. Alors, on peut imaginer une sorte de diaspora, tous les éléments puissent être disséminés les uns par rapport aux autres, et on risque d'avoir besoin d'une convergence de plateformes, d'avoir trouvé toutes les publications de plateformes uniques. Ce qui finalement va nous faire tendre vers un système qui va être exactement le même. Alors la question va être qui possède cette plateforme, si c'est HAL, alléluia, si c'est pas HAL, il va être forcément capté. Donc, quelle est vraiment l'opposition qui peut exister entre ce mouvement open et la captation par le marché? Là, je peux dire quelques mots sur ce sujet-là. Avant d'aborder la réponse à cette question-là, je veux dire un tout petit peu dans l'histoire. Je ne suis pas historien, mais il me semble que quand on parle d'open science, c'est loin d'avoir été le cas très récemment. Je veux dire, Galilée, par exemple, j'ai parlé de ce qu'il avait trouvé, d'accord. Quand il fallait publier, donc je vous rappelle qu'il y a les publications, les journaux tels qu'ils existent aujourd'hui avec un système de peer review, ils existent depuis, dans le monde occidental, depuis le XVIIe siècle. D'accord, ce sont quelque chose. Et donc en fait, on est dans une situation relativement nouvelle, et en particulier due à l'introduction du numérique. Donc aujourd'hui, pour moi, Open Science, ça n'a pas du tout été quelque chose qui était... D'abord, ça peut être forcément quelque chose qui est naturel, et ce n'est pas quelque chose qui est universel et qui est là depuis tout le temps.
Et puis un deuxième point, c'est que quand on est scientifique, ce qui est important, c'est qu'on réfléchisse également à la question d'éthique de la recherche. L'éthique des usages, c'est une question différente. L'éthique de la recherche nous invite à également comprendre comment, d'abord, qu'est-ce qu'on va publier. Et donc, je passe les aspects déontologiques du type faire du plagiat ou aller faire des publications qui sont dans des journaux qui sont mal gérés, pour faire simple. Mais je parle de l'éthique, typiquement, quand je vais faire en biologie des recherches sur des molécules, des virus, des maladies qui sont importantes, qui sont contagieuses, qui peuvent être utilisées à bon escient, mais aussi à mauvais escient, comment je publie par rapport à ça? Et c'est pas simple. Aujourd'hui, est-ce que si je suis capable de pouvoir diffuser facilement le virus de la variole, est-ce que c'est quelque chose que je vais publier en open access, accessible à tout le monde? Il y a à réfléchir, on ne peut pas juste dire l'open access c'est magnifique et je peux publier n'importe quoi. Et donc, dans nos disciplines en particulier, des choses que là je maîtrise mieux, donc typiquement les sciences informatiques et mathématiques, on a ce type de sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas publier facilement, librement, je dirais, n'importe quoi. On a une éthique pour pouvoir le faire. Et donc, open, là, nécessite de réfléchir de façon profonde à comment on fait. Alors maintenant, je reviens à vos questions. Et puis, je m'excuse auparavant du fait que je vais devoir vous quitter assez rapidement après avoir répondu à ces éléments-là. Aujourd'hui, il y a clairement la production scientifique des chercheurs, des entités, d'un pays, d'une université, d'un institut. Il faut qu'on sache la mesurer. D'abord, pour un individu, c'est important. Pour un chercheur, savoir se positionner relativement à sa communauté, c'est quelque chose d'important. Savoir se positionner comme un individu dans la société en général, qu'est-ce qu'il apporte, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Si vous voulez aller voir le VOS, le Web of Science, c'est juste pas un livre. Donc, vous ne pouvez pas y rentrer, vos publications ne sont pas nécessairement référencées, etc. Donc, c'est pas du tout les chercheurs qui maîtrisent ça, c'est une entité privée. Donc aujourd'hui, savoir se mesurer avec ce type d'outils, c'est juste compliqué, pas possible pour certaines communautés, et en tout cas, pas accessible à tout le monde. Donc, se mesurer personnellement, ou bien être capable de comprendre quel est l'impact qu'on peut avoir, parce que c'est important aussi de savoir, je suis référencé par combien de personnes. Le dernier papier que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était vraiment super, en fait, il y a 2 personnes qui le citent. Bon, l'impact est quand même minimum. Si par contre, je suis capable de comprendre à la fois comment je vais mieux le diffuser, mais aussi quel impact il a et avec qui je vais pouvoir discuter, là, il y a une vraie plus-value. Et donc, pour avancer sur ce point-là, ce qui est important, c'est que justement, l'open access va donner la possibilité d'une part de publier, de mettre les données. Quand je parle de données, je parle aussi bien des données d'expérimentation que des données résultats. Donc un article pour moi, c'est une donnée. De pouvoir les mettre en open access, modulo les questions d'équipe dont je parlais tout à l'heure. Et le deuxième point, c'est que ça, on va pouvoir le fouiller. On va pouvoir maintenant regarder et pouvoir comparer, relier les choses. Aujourd'hui, c'est pas possible quand c'est publié chez les acteurs privés, sauf si c'est en open access, et encore, c'est pas simple en open access, parce qu'accéder à une publication, c'est facile, accéder à 10 publications en open access, même si c'est du gold, vous avez payé c'est possible, accéder à des milliers ou des millions de publications, aujourd'hui, je vous défie de le faire, même si elles sont en open access. Par contre, sur les archives ouvertes, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on apprend à faire. On ne sait pas forcément bien le faire parce qu'elles ne sont pas toutes forcément mises sous un format qui permet facilement de les fouiller. Mais c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on puisse avancer. Et donc aujourd'hui, on a des outils, on a des projets de recherche, on a des moyens d'aller plus loin dans cette direction. Voilà, donc je vois que vous n'êtes pas complètement d'accord à entendre vos arguments. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on aille vers l'open access, c'est un progrès indéniable et on pousse dans ce sens-là, mais il y a encore des progrès à faire pour faire en sorte que cet open access il soit utilisable et utilisé
à la bonne dimension. C'est ça mon argument. Je vais répondre aussi très rapidement à la question. Moi, ce qui me semble quand même intéressant, c'est d'une part les services actuels proposés par les scientifiques qui ne sont pas très bons, notamment, si vous dites sur data mining. Là, de manière plus générale, l'administration n'est pas si bonne parce que souvent ça se fait par des employés qui sont potentiellement au courant de besoins de scientifiques. Donc, par exemple, un service de corpus n'est pas excellent. Donc, je pense qu'on n'est pas encore en phase où un acteur privé peut s'imposer de manière hégémonique sur ce terrain-là. Deuxièmement, moi, il y a quand même un contre-exemple qui me semble intéressant sur l'application, c'est Wikipédia. C'est-à-dire que le marché de l'encyclopédie, d'un seul coup, l'éditeur central c'est devenu une communauté. Et ça aurait très bien pu être en Carta, mais non, et donc Wikipédia finalement a parvenu à s'imposer. Et ça, essentiellement, par la force du nombre, j'ai envie de dire. C'est très compliqué de gérer de manière hiérarchique quand on a un corpus immense, on a des millions d'articles. C'est beaucoup plus simple finalement de déléguer à une communauté horizontale qui va s'occuper de la gestion de la ressource. Et là, par exemple, une initiative vraiment très récente qui me semble assez prometteuse, c'est Academic BitTorrent. Donc l'idée, c'est de mettre en ligne des bases de données scientifiques qui donc sont serrées de la manière peer-to-peer. Donc elles sont hébergées de manière distribuée entre ceux qui sont membres de l'initiative. Et donc on a vraiment une initiative comme ça distribuée qui se met en place. Et donc je pense quelque part, la force du nombre, justement, cette notion du nombre qui est vraiment prédominante dans les débats aujourd'hui, qu'on parle de big data, qu'on parle de médias, etc., peut aussi être une force positive justement en faveur d'un décentrement vers les communautés. Je pense que Alain, on a fait une interview avant l'événement, notamment sur la question de l'open science et de ces communautés, la mission des communautés innovantes. Donc peut-être que vous pouvez un peu ouvrir là-dessus, en prenant aussi l'exemple peut-être plus de ce qui se passe au niveau des communautés numériques et culturelles. Quand même un petit peu de code de réponse sur la question. Je pense que c'est une vraie question. Mais effectivement, comme Google est une espèce de bien commun, ou avant Windows, ça simplifie la vie. Effectivement, mais déjà il y a quelques plateformes qui me disent un petit peu. Mais je pense que le système d'archives ouverte n'est pas suffisant parce que la question, c'est de pouvoir se repérer dans ce maquis de publication. C'est un exercice que d'ailleurs on donne au master à un sujet, et dans le travail de loin, quels sont les 10 articles qu'il faut lire sur le sujet. C'est important. Et là, je pense qu'on pose la question du maintien des revues. Ce n'est pas clair dans le Green Access. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour le système d'archivage un peu sauvage comme ça, et après chacun en connaît ses petits. Puis il y a d'autres qui disent mais les revues jouent, si on les découple de leur adossement aux éditeurs privés, elles jouent un rôle tout à fait positif d'animation d'une communauté, en plus une diversité de revues, ce qui permet justement de ne pas faire converger forcément les thématiques, les problématiques et les méthodologies. Alors, peut-être sur communauté innovante, je trouve que j'ai travaillé sur le crowdfunding, je travaille sur le crowdfunding, c'est simple. Dans les industries culturelles, et je pense que ça concerne aussi la science en fait, certainement aussi l'ironie, parce que il y a une question, je pense, qui est fondamentale aussi bien dans la culture que dans la science, c'est de maintenir la créativité. On peut soit regarder l'industrie, donc les publications, voilà. Ou alors on peut regarder les chercheurs originaux. D'ailleurs, dans l'interview, je disais que, c'est un peu provocatrice, que sur l'ensemble de la production d'articles aujourd'hui dans le monde, on pourrait mettre 70% de la production à la poubelle, que le stock de connaissances du métier serait absolument diminué. Il faut bien dire qu'il y a très peu de chercheurs créatifs. Des gens qui ont décidé tout simplement, on a une multiplication de variantes infinies sur des choses absolument sans intérêt. Donc le problème c'est le maintien de la créativité, fondamentalement, et comment on maintient la créativité. Je crois que face au formatage croissant qu'on a, qu'opèrent soit les industries culturelles, soit finalement le système d'édition actuel, le système d'organisation des communautés, je pense qu'un des problèmes pour les chercheurs, ça va être de trouver des lieux d'abord
où on va pouvoir encore faire des recherches originales. Ça va devenir très difficile. Par exemple, dans mes domaines, il y avait encore le système des grandes écoles, parce que les chercheurs dans les grandes écoles, ils étaient un peu protégés finalement, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, du système universitaire dominant. Maintenant, tout le monde est évalué par les ERS, etc. Et donc tout ça, c'est terminé. Donc, il y a les lieux, dans quel lieu, et puis, éventuellement avec quel financement. C'est vrai aussi qu'il y a un formatage assez important du financement sur l'avenir, et encore plus les contrats européens. Donc, comment maintenir des recherches originales sur des thématiques qui sont limitées, qui n'intéressent pas finalement les grands décideurs européens, mais qui sont aussi une thématique sociale très importante. Je prends un exemple. Par exemple, les économistes ont découvert depuis 2 ans la pauvreté. Piketty fait sa fortune actuellement sur la pauvreté. C'est quand même un thème qui existe avant aussi. Si vous voulez faire carrière en économie aujourd'hui, il faut faire carrière dans la pauvreté. Publier des papiers sur la pauvreté. Ça, c'est très bien. J'en pense tout à fait, mais il y a peut-être aussi des thèmes qui sont complètement occultés, qui seraient intéressants de remettre en avant. Et donc, moi, je pense que c'est comme ça que je prends le crowdfunding. C'est pas tellement une question du financement, finalement, mais que ça peut être important. C'est l'organisation de micro-communautés, de communautés ou d'écosystèmes qui permettrait de constituer finalement la caisse de résonance de travaux qui leur permettrait de se développer et non pas d'être tués dans l'œuf dès le départ. Je pense que ça peut être un instrument pour la créativité et l'extension des travaux originaux. Je pense que ce qui a été dit est très important et pour répondre encore à cette question, je pense que c'est une question qui est fondamentale, notamment en recherche scientifique et en lien avec les financements qui viennent à manquer. Et surtout, c'est une question qui, à mon avis, est vraiment cruciale dans ce qui va être de la recherche fondamentale. Parce qu'on va toujours avoir besoin, effectivement, de se positionner par rapport à d'autres. Donc après, on choisit les notes qu'on veut. Est-ce que c'est le nombre de brevets? Est-ce que c'est le nombre de publications? Dans la recherche responsable, il y a une idée que ça va être le nombre de personnes impactées en fin de recherche, etc. Mais ça pose des vrais problèmes dans ce qui va être la recherche fondamentale, parce que ça devient extrêmement difficile de savoir si on est bon, de savoir si on a sorti quelque chose ou pas. Il faut quand même savoir que le laser, qui aujourd'hui a des applications phénoménales, a été inventé à partir d'une recherche qui était complètement fondamentale et qui, je pense, aujourd'hui aurait beaucoup de mal à être financée. Donc la question, elle est cruciale, et notamment au niveau du financement, notamment au niveau de la créativité, de qu'est-ce qu'on finance et est-ce qu'on laisse les gens avoir des idées qui correspondent ou pas. C'est un peu la position de la recherche académique, qu'on appelle la recherche, c'est-à-dire des chercheurs qui vont être payés, qui sont reconnus en tant que chercheurs ou ingénieurs de recherche, par rapport à d'autres chercheurs ou amateurs éclairés ou non-chercheurs professionnels. Il y a plein de noms qu'on donne aujourd'hui à ces personnes-là. Quelles sont ces interactions avec ce monde de la recherche académique et quels sont, moi je vois aussi des risques, c'est-à-dire que est-ce que tout le monde peut donner son opinion sur certaines recherches? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'experts? Donc je continue, je pense, tes questionnements en posant maintenant à nos 3 intervenants ces questions-là. Peut-être Mélanie, par rapport à ces entrepreneurs que tu peux voir, qui ont peut-être beaucoup de connaissances de terrain. Par rapport aux entrepreneurs qu'on accompagne, bon, il y a plusieurs choses, parce que déjà c'est des personnes qui sont à temps plein sur leur projet, et leur projet c'est pas que de la recherche, c'est aussi mettre en place tout un, par exemple si on est dans le but de faire un produit, un système de distribution, des partenariats, etc. Donc c'est bien plus que de la recherche, donc forcément ils n'ont pas forcément le temps de se consacrer à la recherche, mais en tout cas ce que nous on a vu, c'est que des porteurs de projets qui n'étaient pas, on va dire, scientifiques de métier, on arrive à un point, à un moment donné, où on ne peut pas aller plus loin. Et on a besoin d'un laboratoire qui veut dire gros matériel très cher, qui veut dire scientifique formé qui est sur son sujet depuis 10 ans et qui sait ce qu'il est en train de faire, et qui veut aussi dire, quelque part, financement.
parce que il y a une problématique sur certains sujets de recherche, on n'avancera pas et on ne fera pas des découvertes si on ne passe pas 3 ans à temps plein dessus ou plus, jusqu'à 20 ans. Et donc il y a un moment où citizen science, oui, mais est-ce que c'est un métier et est-ce qu'on peut y consacrer sa vie et finalement faire avancer la recherche? On est sur ces questions-là aussi. Dans la recherche académique, il y a des problématiques qui font qu'il y a des obstacles et la recherche n'avance pas forcément comme on voudrait. Mais je pense qu'en citizen science aussi, il y aurait des obstacles qui seraient complètement différents, mais qui sont là aussi. Enfin, je ne réponds pas de façon claire, mais il y a beaucoup de questions qui se posent et c'est pas, la réponse n'est pas évidente, on va dire. Moi, si je me permets de poser la question de manière un peu brutale, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des interactions entre des lieux tiers où se fabriquent des données scientifiques par des amateurs, qui ne sont pas seulement consommateurs, et des interactions avec la recherche académique? Est-ce qu'il y a des interactions, des articles coécrits par des gens qui sont juste chercheurs du dimanche soir à la paillasse et des gens qui sont dans des laboratoires? Donc, il y a forcément des interactions humaines. Je pose la question en l'air, peut-être qu'il y a des gens dans le public qui sont là, qui peuvent aider à répondre, mais je pense que c'est cette question-là un peu Je vais prendre un peu la casquette de la paillasse, ou en tout cas habituée de la paillasse. La paillasse, c'est un bio-hackerspace, c'est un espace qui a commencé dans un squat à Vitry il y a maintenant 4 ans, 2 ans, non 4 ans, et qui permet de se faire rencontrer des biologistes et des non-biologistes, mais qui sont intéressés par tout ce qui est biotechnologie. Aujourd'hui, ils sont à Paris dans un espace de 750 m². C'est un peu une petite révolution là, dans le domaine de tout ce qui est open science, open access, recherche à Paris, mais même en France, avec cette notion de biohacking. Donc il y a ce mélange de personnes qui ne sont pas des chercheurs académiques, qui rencontrent des personnes des biotech, mais aussi des designers, avec pas mal de beaux projets qui sont menés, et notamment une campagne de crowdfunding qui sont en train de mener en ce moment. Thomas devait être là, mais il n'est pas là. Donc voilà, campagne de crowdfunding qui sont en train qu'ils ont commencé il y a 1 semaine et demie, et pour pouvoir avoir pas mal d'argent pour pouvoir faire vivre aussi ce lieu, tout en ayant et réfléchissant à un modèle économique qui soit durable. Donc des publications par des non-chercheurs, ça existe. Il y a l'exemple très connu que prendrait François Tadei sur l'article publié par des enfants avec des professeurs. Ensuite, il faut savoir que dans le monde de la santé, il y a énormément de publications dans tout ce qui est recherche participative, recherche-action, qui se font avec des professionnels de la santé et des chercheurs. Donc voilà, je pense que de plus en plus, il va y avoir cette collaboration, peut-être pas dans des articles, des grands journaux scientifiques comme on peut parler actuellement, mais des collaborations entre des chercheurs académiques et d'autres personnes qui vont publier ensemble, et je pense que ça va arriver de plus en plus. Voilà, est-ce que Pierre ou Alain, vous avez d'autres choses à... Non, moi je me ferai la même réponse que Mélanie. Je pense que c'est tout à fait intéressant, cette fluorescence comme ça, de type de processus qui sont un peu aux marges de la science officielle académique. C'est vrai en même temps que la science implique quand même des langages, l'apprentissage de langage, de l'essence, c'est long, les problèmes sont difficiles. L'accessibilité n'est pas quand même une place immédiate, même si par ailleurs il y a des médiateurs qui permettent de faciliter cet accès à la connaissance. Moi, je suis beaucoup frappé par le fait que il y a une division croissante dans la science, qui fait que les gens sont de plus en plus polarisés sur des problèmes très pointus et sans avoir de capacité très large. Les chercheurs sont moins cultivés, parce qu'ils n'ont pas de vision tellement de domaine même dans lequel ils sont inscrits. Et ça, je pense que ça joue aussi contre la créativité. C'est très difficile d'aller face à cette division du travail croissante qui enferme les gens dans des... ils sont de plus en plus pointus, de plus en plus efficaces sur certains sujets, mais en même temps avec des rendements souvent décroissants.
Alors que très souvent, les idées nouvelles surgissent de la confrontation de mondes complètement différents. Moi, je pense que ça va peut-être aussi reconstituer les conditions de ça, des gens de mondes peut-être d'horizons différents qui se sont rencontrés. C'est pas très facile, parce que là, par exemple, on travaille actuellement sur le privacy avec des gens de l'INRIA. Et le jeu, c'est de trouver des questions de recherche communes. Même qu'on ait des doctorants, l'un en informatique, l'autre en économie, qu'on les pilote comme ça, et on cherche ces questions communes, et c'est pas facile. Notre tentation, nous, c'est de se bien des informaticiens que des développeurs, qui sont souvent horreur. Eux veulent aussi un peu nous instrumenter. Et par exemple, on travaille avec des gens qui sont en cryptologie, en fait, font des brevets mathématiques. Et en même temps, c'est des gens qui sont très portés sur les questions sociétales. Et ils ne voient pas comment relier ça aux questions sociétales dans le domaine de mathématiques, de cryptologie. Alors, par exemple, ils vont s'intéresser à Bitcoin. Ça les passionne, mais il y a complètement déconnecté de leurs recherches. Donc, il y a un travail à faire d'intersection qui n'est pas du tout évident. Moi, il y a deux petits points que j'aimerais juste rajouter sur ce que vous avez dit déjà, c'est très bien. C'est premièrement, contrairement à ce qu'on prend, en fait, n'importe qui peut obtenir une revue scientifique. Quasiment, il n'y a rien qui empêche un amateur de le faire à tout moment, sinon ça se fait jamais, quasiment. Et donc, je pense qu'on est plus sur une question de mentalité que sur ça, finalement, et quand on regarde l'histoire de la revue scientifique, initialement, c'est des objets assez informels, assez ouverts, finalement, et qui aussi facilement transparaître la création d'amateurs, etc. Il y a une continuité réelle, finalement, entre l'espace public et les espaces scientifiques. Et c'est vrai que ça s'est interrompu. Et je pense qu'effectivement, on a vraiment raison de souligner les problèmes posés de manière conceptuelle par les différentes cultures scientifiques et leur séparation progressive, avec des incompréhensions. Moi, par exemple, effectivement, je suis sur l'information et la communication. On a collaboré avec des informaticiens pour un projet sur le journalisme, mais on avait une vision de l'information qui était complètement différente. Et il a fallu du temps pour qu'on puisse comprendre, finalement, se poser le problème et adopter un langage commun pour réussir à surmonter tout ça. Un point qui, cependant, et là c'est mon point qui semble plus positif à ce niveau-là, c'est le fait qu'avec les nouvelles techniques dont on dispose, c'est beaucoup plus facile de s'approprier un corpus de recherche, un état de l'art, et on a pu entendre des statistiques qui ont été faites qui montrent que les chercheurs lisent 2 à 3 fois plus d'articles scientifiques aujourd'hui que dans les années 80, essentiellement parce qu'on a des outils qui nous permettent de lire plus rapidement, de découvrir plus rapidement des choses, et je pense que ça peut quand même jouer. Enfin, moi c'est vrai que sur Wikipédia, je confronte mal les sujets qui ont strictement rien à voir avec ceux qui m'intéressent aux chercheurs, au plaisir, et je me rends compte finalement qu'avec le sujet dont je peux quand même assez facilement avoir une expertise approximative évidemment, mais facilement me faire l'idée d'un état de l'art, d'un état de la recherche. C'est vraiment parce que j'ai les outils qui me permettent finalement d'approprier rapidement ces publications. Donc je pense qu'il y a quand même les évolutions de l'infrastructure technique peuvent quand même servir justement à une posture de désenclavement, et pas seulement d'une optique de séparation continue finalement des cultures scientifiques. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, je peux relancer la question précédente. C'était le cœur du problème, mais j'ai pas compris votre réponse. En fait, je vais la reformuler d'une manière, c'est-à-dire plus bourrine. Le problème, c'est le financement, le mur de l'argent. Je suis chercheur. Donc, la réponse, ça ne peut pas être on fait les choses bien, comme disait M. Gechler. Donc, c'est vrai, l'open science, c'est bien, qu'on stimule la créativité, c'est bien, mais tous les barèmes mondiaux sont équilibrés sur l'impact factor. Donc, les scientifiques ont une éthique, ils peuvent trouver que c'est bien d'aider ce mouvement, mais à la fin, s'ils ne peuvent pas non plus prendre le risque de tout perdre pour cet idéal. Donc la question, c'est comment, concrètement, donc on fait des bonnes choses, c'est bien, mais concrètement, comment est-ce qu'il y a un scénario réaliste qui fait que l'open science peut s'imposer sur le système actuel? Voilà, c'est clair. Je me permets de
reformuler la question est très claire, mais j'insiste et je la dramatise un tout petit peu. Je me souviens d'une conférence de la personne dont tu m'as parlé, qui est à l'école normale, Marie Farge, qui dans la conférence dit « Vous les jeunes, je ne vous conseille pas de vous y mettre. Nous les vieux, c'est notre responsabilité, on doit le faire parce que nos carrières sont là, derrière nous, on a un peu de tranquillité, mais vous ne le faites pas. » Et en fait, face à ça, moi je réagis en tiquant un peu parce que c'est un raisonnement qui est un peu ancien et pas universalisable. Si tous les jeunes qui se sont mis au logiciel libre à l'époque où notre prêtre Stallman nous disait de nous y mettre, si on s'était dit « Ah ben non, la carrière d'abord, le logiciel libre ne serait jamais né du tout. » Donc la question c'est, pour ceux des jeunes qui veulent s'y mettre entièrement, est-ce que c'est vraiment une voie suicidaire et irrationnelle en termes de fonction d'utilité sur... Voilà, donc soit il y a une révolution au niveau de l'institution qui change la manière... il y a une solution alternative pour l'évaluation et une révolution institutionnelle mondiale qui accepte ce nouveau barème, ou alors il y a une révolution populaire, petit peuple scientifique qui refuse en masse, qui fait une grève mondiale. Voilà, mais à un moment, il faut comment renverser le cœur le cœur de l'emprise d'Elsevier, par exemple. Peut-être pour ouvrir... Parce que, comme disait mon collègue, avec le temps, il y a une pression et la masse de la production scientifique, il y a une tendance à un besoin d'uniformisation. Donc, plus le système privé prend 11 milliards par an depuis plusieurs années. Ils ont des journaux qui ont déjà des facteurs d'impact de 10, 30. Alors, c'est trop initiative, Epicence par exemple, mais s'ils font exactement la même chose, qu'ils se retrouvent en un contre un avec des gens qui font ça depuis 10 ans, qui ont tous les moyens de s'adapter, il n'y a aucune chance qu'Epicence renverse le système actuel. Juste pour entrouvrir la porte et préciser peut-être la question, c'est que j'ai l'impression que de la même manière que dans le monde du logiciel libre, le fait d'avoir eu des outils de collaboration extrêmement rapides et puissants a permis de visualiser les modes de collaboration. Les outils de transparence sur le peer reviewing poussés par l'open access aident à se poser à expérimenter avec d'autres modes de peer reviewing et que peut-être de là on arriverait à un mode où la crédibilité et la contribution seraient plus en phase et ne seraient pas dominées juste par la main visible de l'impact factor. Mais ça, je laisse... De là, c'est au niveau du de là que... Je pense qu'il y a une conséquence. Je vais juste apporter peut-être deux remarques très rapides au niveau de processus. Il y a deux processus un peu doubles qui vont dans deux sens. Il y a l'émergence de ces communautés qui agissent et qui font. Donc là, je pense qu'on a eu la même chose au niveau des communautés du libre, qui permettent aussi d'avoir aujourd'hui avec les réseaux une certaine visibilité et faire bouger les choses, donc pas seulement au niveau recherche ou autre, mais vraiment ce qu'on appelle, le grand mot c'est empowerment, mais avec le numérique, cette capacité d'agir est réelle et peut faire des choses. Et ensuite, il y a bien sûr la question de l'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation, je me rappelle Punit Kishore, qui est responsable de Creative Commons Data et Science aux États-Unis, qui me dira tant que l'évaluation ne changera pas et que la façon dont on évaluera aussi le chercheur, donc là ça devient vraiment des instances, donc c'est quelque chose qui est plutôt top-down, ne changera pas, la situation ne changera pas. Donc je laisse juste peut-être Alain. Oui, parce que j'ai écrit un peu avec un collègue là, sur ces questions. Et c'est effectivement la question, c'est l'écriture de l'impact factor qui est très importante, qui se renforce, qui s'étend d'ailleurs à toutes les disciplines. J'observerais simplement que le système craque aussi. Et il est très fort, mais il craque. Ils ont quand même, par exemple, si on prend simplement les éditeurs, ils ont quand même eu Harvard et Stanford entre eux, toutes les bibliothèques américaines. C'est pour ça que d'ailleurs, quelle est leur stratégie, c'est de ne plus faire payer les bibliothèques, c'est de faire payer les financeurs des recherches, en fait. Donc on aurait dans l'ANR des crédits pour payer les publications qui vont suivre. Petite remarque. Effectivement, ils ont peut-être des bibliothèques d'Harvard contre eux, mais ils ont des chercheurs d'Harvard avec eux, parce que Elsevier arrive quand même à...
ceux qui ont des conférences ont bien vu. La communauté des mathématiciens de mon université, Les un seul mathématiques, depuis sont chez chez Elsevier. Donc ça ne doit pas être, comme c'est pas des communautés non plus énormes, c'est pas non plus très difficile, je pense, d'organiser le boycott de Elsevier. Moi, pour moi, c'est pas. Je mets déjà dans le. Déjà de côté, sur le bas-côté de la route. Je pense qu'ils sont de fait condamnés, même si, comme les industries culturelles, vont faire la résistance. Non, je pense que le problème, c'est effectivement comment changer la règle d'évaluation. D'abord, il faut déjà organiser le débat public, ici, dans les communautés, etc. Et c'est pour ça que nous, on propose une autre règle d'évaluation que la règle. Alors après, on était intervenu là, en Bretagne devant plutôt des économistes. Après, il y a toujours des objections. Ce qui nous intéresse, c'est justement de retrouver les objections, de construire quelque chose à partir des objections. Et l'idée, en fait, qu'on n'a pas encore réalisée, c'est qu'on voulait faire une enquête systématique dans les différentes communautés, parce qu'on pense que dans les différentes disciplines, les traditions différentes, de voir chez les astrophysiciens, les physiciens, les chimistes, les médecins, les pharmaciens, les mathématiciens, etc., les économistes ou les juristes, comment le problème se pose. De pouvoir s'appuyer sur les pratiques existantes pour dire, bah voilà, il faudrait simplement déjà de formaliser ce qui existe, c'est-à-dire des pratiques d'ordre plus officielles, peut-être de les incorporer, je ne sais pas comment, dans le processus d'évaluation, et justement d'essayer d'organiser un mouvement sur ça. Il y a une chose qu'on apprend aux étudiants en matière d'innovation, c'est qu'il ne faut jamais affronter un système frontalement. C'est-à-dire que là, sinon c'est peine perdue. Donc, ce qui est important de trouver, c'est des lieux d'expérimentation. C'est-à-dire de pouvoir mettre en place des procédures qui n'apparaissent pas comme devant se substituer aux règles officielles, mais qui permettraient justement de développer de nouvelles procédures. Et une fois que ceci sera suffisamment développé, qu'il sera des effets d'entraînement, etc., là on peut mener une bataille beaucoup plus frontale. Mais avant c'est peine perdue, je pense qu'il ne faut pas du tout. On a, par exemple, moi j'ai l'expérience actuellement, c'est sur le campus de Paris-Saclay, qui est une espèce de monstre bureaucratique. Une erreur fondamentale, c'est de vouloir changer tout. Il y a même 3 établissements, 2 universités, je ne sais pas combien de grandes écoles, et de faire un truc comme ça en faisant des masters communs, etc., des recherches communes, des scopes communs, etc. Le trait est en train de se dégonfler complètement. Il aurait mieux fallu créer des processus d'expérimentation qui auraient permis de diviser la difficulté, puis ensuite de pouvoir s'appuyer sur des expériences réussies pour aller plus loin. Et là, c'est exactement la même chose. Il faut une stratégie d'expérimentation sur laquelle on pourrait s'appuyer pour aller beaucoup plus loin. Et moi, je pense qu'il y a déjà des pratiques existantes qui vont dans ce sens-là. Il y a beaucoup plus qu'on ne croit, simplement, c'est pas visible. Juste un petit point dans cette question-là. Moi, je crois effectivement aussi que c'était pas tellement une question d'évolution, mais plutôt de décomposition du système actuel. Et on voit assez bien, par exemple, avec Elsevier qui met un point d'honneur à respecter le secret de ses contrats, de manière à ne pas faire jouer leur règle de l'offre et de la demande. Donc ils font tout pour que les contrats soient pas publiés, qu'ils ne soient pas accessibles, de manière à imposer des tarifs délirants aux bibliothèques. Et n'empêche que quand même, depuis un ou 2 ans, maintenant, il y a de plus en plus d'enquêtes qui sont venues là-dessus, sur leur fonctionnement, etc. Et on arrive à avoir les contrats. Donc on arrive quand même à faire une pression qui est quand même non négligeable, je pense, sur ces systèmes-là, et à rétablir finalement quand même quelque chose qui sort finalement un peu de cette emprise. L'autre point, effectivement, moi je suis assez d'accord avec Alain Rallet sur le fait qu'on a déjà fini avec cette évaluation infantile, et je pense par exemple à un truc tout simple, qui existe depuis déjà 20-30 ans, c'est la liste de diffusion. Les listes mail, typiquement, c'est déjà en soi un lieu où les chercheurs échangent, où les chercheurs évaluent, où ils donnent des conseils mutuellement, et cette démultiplication finalement crée un système d'évaluation informelle qui a un impact réel sur la recherche, mais qui demeure de facto obscur, non vu, non estimé. Donc je pense qu'effectivement il y a un temps de décalage qui va jouer, mais je pense même que ça va jouer à un moment donné. Alors le problème à nouveau, c'est la force rhétorique du chiffre finalement qui pose problème. Le fait que par l'impact factor, on peut condenser dans un seul chiffre finalement toute une série d'évaluations qui a pour effet finalement d'être beaucoup plus pratique comme de l'évaluation commune. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui effectivement va être difficile à changer
mais qui peuvent changer simplement dans la composition d'impact factor. Donc on parle beaucoup de prendre en compte, par exemple, pourquoi pas, également aussi la diffusion au grand public, donc via des réseaux sociaux, etc. Donc déjà, ce sera déjà quelque chose qui acterait finalement cette décomposition, c'est-à-dire cet éloignement des grands éditeurs du système d'évaluation. Oui, il y a un point qui me surprend, alors quand vous dites ok, ça s'effrite, Elsevier, son pouvoir, voilà, et il y a quand même toute une base installée, enfin toute une base d'articles qu'ils ont en stock et qui sont intéressants. Donc ça donne quand même du poids pour pouvoir résister et piloter, si je veux dire, pour nous. Non, parce que comment fonctionne la recherche, c'est on travaille sur des documents de travail, des working papers. Bon, parce que le temps de publication d'une revue, c'est 2 ans, etc. Bon, on a lu le papier bien avant. On a eu des discussions avec le chercheur bien avant. Donc, d'ailleurs, lorsqu'on on finalise un papier, nous-mêmes, on a les références en termes de working paper, et seulement on dit où est-ce qu'il a publié ce papier-là. Donc, on est obligé de faire tout un travail, de rechercher dans quelle revue. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin on a pas besoin de cette validation par les éditeurs privés. Oui, mais vous voulez dire qu'au bout d'un certain temps, l'article passe dans le domaine public? Il me semble pas. Il me semble que c'est... Non, mais il est dans le domaine public, c'est-à-dire que les gens mettent sur des plateformes, soit HAL ou autre chose, des plateformes américaines, ils mettent leurs papiers qui sont enregistrés documents de travail. Et à ce moment-là, vous avez accès. Par exemple, si vous voulez trouver par exemple, je sais pas, vous travaillez sur le cloud computing, voire même le big data, vous trouvez des travaux académiques publiés, vous n'en trouverez pas. Parce que le phénomène, il y a 2 ans, il va encore vivre 2 ans avant de disparaître. Mais, donc, vous travaillez sur des documents de travail qui sont, d'ailleurs les chercheurs font ça, maintenant ils mettent le document de travail et puis ils changent de titre, je ne sais pas quoi, puis voilà, c'est publié dans la revue. Mais le papier est toujours en circulation. Quasiment tous les papiers, vous les trouvez en circulation, même s'ils ont été publiés dans la revue. C'est un embargo qui s'opère, qui est assez formel. Une petite remarque rapide, justement là-dessus, il y a des lois qui sont en préparation, qui ont notamment été déjà votées, notamment en Allemagne, au Mexique. L'idée justement d'un domaine public rapide en fait, pour l'ordre scientifique, pour un usage commercial. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, l'article devient de facto libérable sans que l'éditeur ait son mot à dire. Notamment, il y a une loi qui est passée en Allemagne l'année dernière, donc qui vise à stopper net justement l'imposition de l'éditeur à ce niveau-là. Donc je pense que quand même, il y a quand même des leviers législatifs qui peuvent jouer là-dessus. Et on pourrait imaginer par exemple ce système-là qui sera rétrospectif pour Elsevier, on pourra très bien renumériser toute leur collection de besoins. De toute façon, on les a sous format physique. On peut très bien renumériser tout ça au lieu de faire un contrat avec Elsevier, ce que j'ai proposé à l'époque du débat sur le contrat, c'est pourquoi on ne fait pas une loi sur le fair use des articles scientifiques, on renumérise sous le campus, on crée un plateforme pour le même prix, et à la fin on l'a définitivement sans devoir payer une rente à chaque fois. De toute façon, dans les sciences dures, l'embargo il est à peu près de 6 mois, et dans les sciences sociales, il est plus long, c'est plus long à démarrer. Il est à peu près d'1 an, entre 1 an et 3 ans. J'avais une question plus sur l'impact factor. Est-ce que c'est pas un peu illusoire de dire qu'on va pouvoir améliorer l'impact factor? Parce que le problème, c'est pas justement de se poser le principe qu'on va pouvoir évaluer le travail de quelqu'un juste par un nombre, et est-ce que, je sais pas, d'autres moyens d'arriver à justement trouver sa place parmi la communauté? Est-ce qu'il y a des choses qui existent C'est pour ça que nous on parle de contribution et crédibilité. Je pense que toute cette industrie, il y a un petit peu intéressant dans le réseau qui est publié, l'industrie de l'évaluation qui est née aux États-Unis à partir des années 50 ou 60. Ça, en fait, c'est le besoin d'acteurs extérieurs au monde de la science, donc ceux qui pilotent la science, d'avoir des critères objectifs de comparaison. Donc, les autres privés, ça a culminé dans le fameux classement de Shanghai. Et le pilotage de la science par ce genre d'indicateur donne une catastrophe. Par exemple, en France, ça pousse les universités à fusionner, donc à avoir des coûts bureaucratiques de transactions énormes, etc., uniquement parce qu'ils veulent remonter le classement de Shanghai. La seule perception qu'ont les politiques de l'université, c'est le classement de Shanghai.
Avant, il ne parlait pas de l'université, il parlait que des grandes écoles. Bon, alors tout le monde fait ça, tout le monde fusionne uniquement pour cette raison, parce qu'on a des indicateurs quantitatifs qui ont été développés et qui, alors là, produisent des effets extrêmement pervers. Parce que vous faisiez partout des gros machins, alors qu'on sait très bien, même aux États-Unis, j'ai envoyé des étudiants chez les collègues, ils m'ont dit, ouais, je peux bien l'accepter, je suis tout seul. Des gens très connus, hein, parce que je travaille en réseau. Et à part quelques endroits, les MIT, etc., les gens, les laboratoires ne sont pas aidants. Par rapport à ça, il y a un très bon article qui a été publié aujourd'hui sur les métriques. À quoi sert une métrique, à quoi sert une citation et finalement, est-ce que ça mesure la qualité de la recherche ou il y avait l'exemple qu'une citation, un article qui peut être très très mauvais, qui a fait beaucoup de débats, va avoir énormément de citations au final, mais est-ce que la citation, voilà, ça peut être aussi un article par sa mauvaise qualité. Donc il y a toute une réflexion aujourd'hui qui est faite sur voilà, les métriques. Comment on mesure la qualité de la recherche. Et cet article, on a tweeté aujourd'hui, il est pas mal passé, tout pour aller. Voilà. Et je connais une anecdote d'un directeur de recherche qui est chargé de recherche au CNRS, qui est directeur de recherche. Pour améliorer son dossier, c'est quelqu'un qui est honorablement connu dans cette communauté. Il a fait un mauvais article. Et tout le monde lui est tombé à bras, un raccourci. Et donc il a amélioré ses indicateurs, il est devenu directeur de recherche. Bonsoir, Jean-Baptiste. Je ne suis pas encore l'honneur d'être chercheur, je prépare un doctorat, je prépare un projet là pour l'instant. Par contre, j'ai navigué pendant 6-7 ans dans le conseil, puis dans une économie de conseil que je suis à mon compte. Et aussi, ma réflexion, c'est quel parallèle on peut faire? Parce que comme vous l'avez dit, c'est intéressant, la donnée est certes intéressante, mais ce qui est très intéressant, c'est les liens qu'on peut faire. Et on trouve que dans le monde de la recherche, souvent ce qui se passe, c'est que les gens fonctionnent par silo. Et ils ne se rendent pas compte que ajouterait peut-être beaucoup de valeur à leur travail, c'est de voir un travail connexe qui va informer et enrichir la valeur. Et là, en fait, votre débat, encore une fois, c'est vraiment très, très intéressant. Je vous remercie pour ces contributions. Le débat, ça me rappelle un article que j'ai vu sur le Open Data. Je crois que c'est Bernard Stiegler qui disait finalement, l'Open Data, attention, ça va pouvoir être peut-être le secteur public qui met gratuitement des données en ligne, et puis le secteur privé qui crée des services avec ces données publiques et qui le fait monnayer très cher. Et bon, j'entends LCD qui fait des marges de 30%, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond. Donc la question c'est comment, en s'inspirant de d'autres secteurs où il y a les mêmes enjeux, pour clarifier l'enjeu, c'est finalement des gens qui ont une bonne volonté, qui veulent peut-être faire avancer l'humanité, etc., et qui ouvrent, qui donnent, et puis à côté, et peut-être un peu naïvement, hein, j'aime bien aussi être naïf, ça me permet d'être libre un peu dans la tête, mais quelque part, quelles sont les conséquences derrière, et comment faire pour que ça soit simplement pas de la naïveté qui conduise à une captation de la valeur. Il faut regarder un peu quand même le chemin de la valeur, qu'est-ce qu'on va en faire, et autant la science que les gens qui font de l'open data, je pense, doivent se poser la question de qu'est-ce qui va être fait potentiellement de nos données et comment on a un rôle politique dans la manière dont on donne ces données-là. Je me permets avant un dernier tour de table qui répondra peut-être à cette question, mais cette question est exactement celle qui motive toute la série Open Experience. C'est-à-dire cette tension perpétuelle entre naïveté, les contributions, les biens communs ou même des biens publics et captation de la valeur, comment est-ce qu'on s'y retrouve, quels sont les modèles qui sont faits autour de ça et surtout, ce qui a été abordé dans la question, comment les différents champs peuvent s'inspirer les uns des autres pour trouver des solutions. On se retrouve finalement avec souvent plus de problèmes que de solutions, mais des réflexions qui font avancer. Donc, je vous laisserai réagir sur cette question-là, mais un dernier tour de table avant de redonner la parole aussi à Célia et Karine, peut-être juste pour nous dire ce qui est, vous, votre vision la plus optimiste et la plus pessimiste par rapport à l'open science ou même par rapport aux activités individuelles. Et je propose de commencer comme ça par Mélanie.
dans 5 ans, c'est quoi votre monde favori par rapport à ce que vous faites? Moi j'ai beaucoup aimé l'idée des lieux d'expérimentation. Je pense que dans 5 ans, mon favori par rapport à ce que je fais, c'est de pouvoir effectivement développer un lieu où les chercheurs ou les entrepreneurs sociaux, ou en tout cas les bonnes idées qui paraissent a priori un peu folles, puissent trouver un endroit où la recherche scientifique de très haut niveau va les aider à avancer et va faire avancer sur ces pistes-là qui a priori en tout cas en ce moment en recherche actuelle ne trouvent pas de réponse et ne trouvent pas de chercheurs pour travailler dessus. Dans 5 ans, c'est très long, numérique. Mais non, je pense qu'il y aura vraiment un mouvement de recapture, ça c'est clair. Vous avez raison, il faut absolument être très méfiant, parce que pour moi, les principaux bénéficiaires de l'open data, c'est Google ou Apple. C'est un peu inévitable, mais il faut quand même faut pas être naïf. Mais c'est pas très important si par ailleurs, les startups, ça de Mélanie Smithel, il y a des lieux d'expérimentation et finalement, l'innovation n'est pas étouffée. Et on pourrait développer des processus tout à fait intéressants. Mais il y aura un mouvement de recapture, ça c'est clair. Alors ces questions-là, c'est vraiment des questions qui sont au cœur de la réflexion actuelle sur les biens communs, alors notamment au cœur d'une proposition qui s'appelle la peer-to-peer license, qui est actuellement discutée notamment par la Peer-to-peer Foundation. Et l'idée de base, c'est de mettre en place un système de rétribution d'une entreprise se sert d'un bien commun, qu'elles doivent payer une sorte de taxe finalement, qui aide à financer la création de ces biens communs. Donc là, c'est une discussion importante. Moi aussi, un point qui me semble important, c'est que la relation ne soit pas symétrique, parce qu'on pense toujours l'open data par rapport au secteur public, ou l'open science par rapport à la recherche financée par fonds publics. Et je pense qu'il faut aussi penser à la recherche financée par fonds privés. Pourquoi finalement on ne pourrait pas envisager également une ouverture à ce niveau-là, finalement pourquoi est-ce que finalement une entreprise resterait au sein de l'entreprise, et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas finalement l'idée d'une sorte de fair use, ou du moins d'une forme de libération finalement des données produites par le secteur privé, qui permettrait d'équilibrer un peu la balance finalement. Alors, à 5 ans, moi, ce que je vois qui sera plus positif, c'est un moment de la démocratisation finalement de l'open science. Parce que pour l'instant, c'est quand même encore sur un milieu qui reste encore finalement encore un peu restreint finalement, qui n'arrive pas encore vraiment à toucher des communautés scientifiques entières, même si c'est déjà le cas comme tu es mathématicien notamment, il y a quand même une vraie sensibilisation. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que bon, il y a une inertie quand même inhérente, je pense, au milieu scientifique qui vont conceptualisent pas toujours ce qu'ils font, quoi. Donc je pense que d'ici 5 ans, le vrai enjeu sera aussi déjà à démocratiser tout ça, et là je pense qu'on arriverait quand même, il y a quelque chose qui serait quand même assez ample. Si on avait quand même vu comme quoi ce sondage, je ne sais plus prendre une proportion vraiment importante, on a vraiment changé les choses. Le pire, ce serait évidemment par l'industrie culturelle scientifique, je vais dire comme ça, arrive à imposer l'idée que la connaissance puisse être un bien privatif. Et ça, je pense qu'il y a une vraie menace à ce niveau-là. Et ils ont déjà commencé à aller dans cette direction sur le débat sur la data mining, et je pense qu'ils vont, à mon avis, continuer dans cette direction. Je reprends un peu, je pense, ce qui a été dit. 5 ans, je pense qu'il va y avoir, oui, bien sûr, une lutte contre cette recapture de ces communs informationnels. Ça me fait penser, on a écrit un article avec quelqu'un qui s'appelle Tan Nguyen, qui est dans tout ce qui est logiciel libre, dans les mouvements durables. On vient de finir un article pour une conférence et qu'on a dénommé Opening the Commons, avec cette idée que finalement, il y a ces communs matériels aujourd'hui et qu'il y a pas mal de communautés qui essayent de lutter contre cette recapture et tout ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple. Donc voilà, et quels sont les moyens d'action? Les moyens d'action, si ces communautés, un peu, on a dénommé, c'est hackers, mais ça prend c'est plein de personnes différentes qui essayent d'expérimenter dans des lieux différents, de contourner aussi les difficultés actuelles et de faire. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui font ça. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est l'open science, pour faire des recherches sur ces recherches économiques, juridiques, sur ce qui peut être fait aussi sur ces communs pour empêcher la recapture. Alors dans 5 ans, j'espère qu'il y aura des recherches là-dessus, de plus en plus. Ce que je vois aussi, c'est des chercheurs qui évoluent, de plus en plus de jeunes chercheurs qui sont dans ces pratiques numériques, qui ont besoin et qui sentent la nécessité du numérique dans leur pratique de recherche, et qui aussi ont une autre base, c'est-à-dire que la base du partage est quelque chose d'assez habituel, pas une envie d'être isolés dans leurs travaux de recherche,
Donc aussi que l'évolution va venir du fait qu'il y a un renouvellement et que ceux qui vont être les chercheurs de demain vont aussi changer les choses. Donc je suis assez, comment on dit, opto-pessimiste, ou je ne sais plus le terme, mais dans cette idée de... il y a du boulot, il y a des recherches à faire là-dessus, mais s'il y a de l'éducation, s'il y a une prise de conscience de ces risques, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Merci à Karine et à Bastien de Without Model, et puis à nos intervenants, donc Claude Desparties, Mélanie, Alain et Pierre-Carl, pour cette dernière intervention. Et merci à la Cité des Sciences, à Mafouk, qui nous a accompagnés pendant ces 4 événements.